Avez-vous déjà imaginé vivre 2 décennies avec un trou dans la poitrine, un vide inexplicable, puis, de manière totalement inattendue, tomber sur Internet sur quelque chose qui bouleverse votre vie? Et si ce quelque chose était la preuve vivante que ce que vous redoutiez le plus n'a peut-être jamais existé? Bienvenue sur la chaîne Historia do Branco, où nous partageons les histoires les plus touchantes qui vous touchent profondément. Si vous êtes ici, respirez profondément, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de l'amour, de l'espoir et des miracles de la vie. Vous êtes-vous déjà imaginé à la place d'une mère dont les filles lui ont été arrachées des bras et qui n'a plus jamais connu la paix? Voici comment cette histoire commence, par un cri étouffé, une absence inexplicable et une vérité qui n'éclatera que 21 ans plus tard. Et ce que la mère a découvert est à couper le souffle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Historia do Branco, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Écoutez attentivement. Cette histoire commence en 2002, dans une paisible ville de l'intérieur de l'État de Santa Catarina. Estla, une mère de 32 ans, y a vécu toute sa vie. C'était une femme simple, généreuse, et son plus grand trésor était sa famille, son mari, Julio, et ses jumelles, Ana Clara et Isabella, 2 petites filles qui ressemblaient à des anges lorsqu'elles souriaient. Cette année-là, les filles n'avaient que 10 ans, elles étaient toujours ensemble, jouant dans la cour, chantant les chansons apprises à l'école et remplissant la maison de vie. Estla disait souvent qu'elles étaient la moitié de son cœur sous forme humaine. Mais lors d'une journée apparemment ordinaire, une tragédie inexpliquée allait tout bouleverser. C'était un après-midi pluvieux de juin. Julio était allé au garage pour réparer une panne de voiture, Estla était restée à la maison avec les filles. Après le déjeuner, elle leur avait proposé d'aller chercher du pain frais à la boulangerie du coin. La boulangerie n'était qu'à 3 pâtés de maison, un trajet que les filles avaient déjà fait à maintes reprises, toujours ensemble. Estla les regarda partir main dans la main, vêtues de leurs petites vestes jaunes. Elle sourit en voyant les tresses qu'elle avait faites le matin se balancer sur leur passage. Mais ce serait la dernière fois qu'elle verrait ses filles. Les heures passèrent, et les filles ne revinrent pas. Estla, inquiète, se rendit à la boulangerie, le boulanger, Monsieur Osmar, jura ne pas les avoir vues ce jour-là. Elle courut ensuite à l'épicerie, puis à l'école, puis chez sa voisine. Personne ne les avait vues. 18 heures sonnèrent lorsqu'Estla appela Julio en larmes. La police fut immédiatement appelée et les recherches les plus désespérées de la vie d'Estla commencèrent, toute la communauté se mobilisa, avec chiens renifleurs, hélicoptères et affiches placardées dans toute la ville et même dans les communes voisines. L'affaire fut relayée à la télévision, mais aucun indice, aucun témoignage fiable, aucune caméra de surveillance à ce moment-là ne put rien faire. C'était comme si les filles avaient tout simplement disparu. Le temps passa, cruel et implacable, accompagné de doutes, de rumeurs et d'accusations. Julio lui-même, peu à peu, commença à se taire. 6 ans après la disparition, il demanda le divorce. Il disait ne plus supporter de vivre dans une maison où les souvenirs étaient si douloureux. Estla est restée seule et n'a plus jamais été la même. Pendant 21 ans, elle a passé chaque jour à regarder de vieilles photos, à fréquenter des foires, des écoles, des orphelinats, à ouvrir de faux profils sur les réseaux sociaux sous différents noms, à la recherche d'un indice, d'un visage familier. Elle a traversé des moments de désespoir, des moments de foi, et d'autres où elle a tout simplement voulu abandonner. Mais le cœur d'une mère ne baisse jamais les bras. Et c'est lors d'une de ces longues nuits solitaires, en 2023, qu'un événement absolument incroyable s'est produit. Estla naviguait sur Internet, regardant de courtes vidéos sur son téléphone avant d'essayer de dormir. Elle suivait plusieurs profils d'enquêteurs et des personnes à la recherche de personnes disparues. Et puis une vidéo est apparue sur son fil d'actualité, un enregistrement amateur pris lors d'un festival de musique en Allemagne. On y voyait 2 jeunes femmes chanter sur une place publique, au milieu de la foule. Et c'est là que le cœur d'Estla s'est arrêté. Les 2 jeunes femmes étaient identiques, blondes, yeux bleus, elles chantaient ensemble et se regardaient avec complicité. Elles étaient comme des miroirs l'une de l'autre, et il y avait quelque chose dans leur sourire, la forme de leur visage, la façon dont elles secouaient leurs cheveux qui fit hurler Estla. C'est elle.
Ce sont mes filles. Mais comment était-ce possible? Les jumeaux avaient disparu au Brésil. Comment étaient-ils arrivés en Europe, et pourquoi chantaient-ils en public comme si de rien n'était? Estla tremblait. Elle regarda la vidéo des dizaines de fois, la mit sur pause, la zooma, la compara à de vieilles photos. Il n'y avait plus aucun doute, chaque cellule de son corps criait qu'il s'agissait d'Anna Clara et d'Isabella. La femme est restée éveillée toute la nuit à essayer de trouver l'origine de la vidéo. Elle a fouillé le profil de l'auteur et épluché les commentaires jusqu'à trouver un indice. L'un des utilisateurs avait tagué une page Instagram, Twin Voices Music. Estla a consulté les profils de 2 jeunes artistes se produisant dans les rues d'Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. Ils parlaient couramment anglais, répondaient aux commentaires avec gentillesse et publiaient des vidéos d'eux souriant, chantant et racontant leur vie. Mais rien, absolument rien ne mentionnait le Brésil, rien de leur enfance, rien de leur famille. Aucune photo avant l'âge de 12 ans, comme si leur vie avait commencé à l'âge mûr ou plus tard. Le cœur battant, Estla ne savait que faire. Étaient-ce vraiment ses filles, ou juste un cruel coup du sort? Elle avait besoin d'en être sûre, et elle était prête à tout. Pour découvrir la vérité, Estla avait du mal à respirer, ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient, son cœur battait fort. Ces jeunes femmes dans la vidéo, tout en elles criaient « fille », et pourtant, en même temps, tout semblait lointain, étrange. Le compte Twin Voices Music a révélé que les jeunes filles vivaient en Allemagne et avaient brièvement fait une tournée en Europe. Elles avaient environ 31 ans, soit exactement l'âge d'Anna Clara et d'Isabella. Mais comment 2 jeunes brésiliennes disparues ont-elles pu se retrouver à chanter sur les places européennes? Et, plus important encore, pourquoi ne se souvenaient-elles pas d'où elles venaient, ou cachaient-elles quelque chose? Estla a passé des jours et des nuits à tout analyser, à enregistrer chaque image, chaque vidéo, chaque commentaire. Elle a observé leur façon de parler, leur manière, les détails de leur visage, de leur peau. Et puis elle a remarqué un détail qui a failli lui faire battre le cœur. Dans l'une des vidéos, la jeune femme qui semblait être Isabella portait une chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur. C'était la même qu'Estla lui avait offerte pour ses 10 ans, elle était toujours là, autour de son cou, après 21 ans. Estla s'écroula par terre, pleurant comme une enfant. Elle était désormais absolument certaine et devait agir. Mais comment, elle, humble femme de la campagne brésilienne, incapable de parler une autre langue et sans les moyens de se permettre de longs voyages, pouvait-elle les joindre? C'est alors qu'elle décida d'écrire à la page. Elle envoya un message privé en portugais. « Salut, j'ai vu une vidéo de toi en ligne. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que je suis ta mère. » Elle fixa l'écran pendant des heures. Aucune réponse. 2 jours passèrent, 3, une semaine. Aucune réponse. Estla commença à désespérer. Elle écrivit. « Je crois que je suis ta mère. Parle-moi. Je viens du Brésil. Je m'appelle Estla. » Rien. Elle commentait des vidéos, taguait le compte, implorait de l'attention. Elle était bloquée. Bloquée. Ce mot lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle ne comprenait pas. Étaient-elles vraiment ses filles? Pourquoi la rejetait-elle ainsi, à moins que quelqu'un d'autre ne contrôle tout? Puis, un événement inattendu s'est produit. 2 jours après le blocage, un nouveau compte mystérieux est apparu, sans photo, sans abonnés, sans biographie. Le compte envoyait un seul message. Arrête de les chercher. Ils ne savent pas qui ils sont. Si tu continues, tu pourrais leur faire du mal. Estla sentit le monde tourner. Qui était cette personne? Comment connaissait-elle son histoire et pourquoi voulait-elle cacher la vérité? Son esprit se remplit de vieux souvenirs, d'images brisées du jour de leur disparition. Puis un souvenir oublié lui revint en force. Elle se souvint d'une voiture noire garée discrètement au coin de la rue ce jour-là. Elle n'y avait jamais prêté attention auparavant, mais maintenant tout prenait sens. Elle a fouillé dans d'anciens dossiers de police, demandé les anciennes dépositions, et tout relu.
Un rapport mentionnait un témoin qui avait déclaré avoir vu 2 filles monter dans une voiture noire immatriculée à Sao Paulo. Mais cette déclaration avait été rejetée à l'époque, jugée confuse et non prouvée. Estla s'est rendu au commissariat et a demandé la réouverture de l'enquête. On l'a ignoré. On lui a dit que 21 ans s'étaient écoulés, que l'enquête était close et qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a réalisé une vidéo racontant son histoire, montrant des photos de ses filles, la vidéo devenue virale, le bracelet, le message mystérieux. Elle l'a publié sur des groupes de personnes disparues, des forums et sur les réseaux sociaux. Soudain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée et ont laissé des commentaires encourageants. Certains ont dit, elle vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. D'autres ont dit, c'est impossible à nier. Des gens du monde entier ont commencé à enquêter par eux-mêmes. Des internautes d'Allemagne, du Brésil et des États-Unis ont collecté des données, comparé des images et tenté de retrouver les jeunes femmes en personne. Au milieu de cette vague, Estla a reçu un nouveau message d'une femme nommée Clara à Munich. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai vu votre vidéo. Je connais ces filles. Elles chantent sur la place près de chez moi. Je les ai abordées une fois, et elles m'ont dit qu'elles avaient été adoptées à 12 ans par une Autrichienne nommée Margaret. Mais elles ne savent rien de leur passé. Dès que j'aborde le sujet, elles changent de sujet. Une fois, j'ai vu Isabella pleurer seule après une chanson, et quelque chose m'a dit que quelque chose n'allait pas. Estla répondit aussitôt et demanda de l'aide. Clara promit d'essayer de parler aux jeunes femmes, et elle tint parole. Elle retourna sur la place, attendit la fin du spectacle et leur offrit un cadeau, 2 petits pains fourrés à la goyave et à la noix de coco, une recette brésilienne. Lorsqu'elle leur tendit les petits pains, les 2 jeunes femmes se regardèrent et restèrent figées. Ana Clara porta le petit pain à son nez, le sentit et se mit à pleurer. « Parce que ça me rappelle quelque chose, murmura-t-elle. Isabella lui tenait la main. J'ai ressenti la même chose, comme un souvenir, mais je ne me souviens plus de quoi. Clara dit alors doucement, il y a une femme au Brésil qui prétend être ta mère. Tu as disparu il y a 21 ans. Elle n'a jamais abandonné ses recherches. Elle t'a vu dans une vidéo et t'a reconnu tout de suite. Les jeunes femmes restèrent silencieuses, les yeux pleins de larmes, puis elles partirent. Le lendemain, Clara reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine glaciale lui dit, « Arrête de déranger les autres. » Cette histoire est terminée depuis longtemps. Mais Clara ne s'arrêta pas. Elle retournait chaque jour sur la place, apportant des lettres écrites par Estla et traduites en allemand. Finalement, par un matin pluvieux, elle vit quelque chose qui changea tout. Les 2 jeunes femmes étaient de nouveau là, la fixant du regard et l'une d'elles tenait la lettre à la main. Elles s'approchèrent. Isabella a dit, « Pouvez-vous nous mettre en contact avec cette femme ?» Clara sourit. Elle attendait ça depuis 21 ans. Le soir même, Estla reçut un appel vidéo. Derrière elle, 2 jeunes femmes nerveuses, les larmes aux yeux. En les voyant, Estla ne put retenir ses larmes. Les filles la regardèrent. Il y eut un long silence. Puis Ana Clara demanda, « As-tu une cicatrice à l'épaule ?» Estla, tremblante, souleva sa chemise. Elle portait une cicatrice depuis l'âge de 5 ans. Les jeunes femmes pleuraient, et l'une d'elles murmura, « Mon Dieu, c'est toi. Je me souviens de toi en rêve. » Estla s'est effondrée après 21 ans. Elle regardait ses filles dans les yeux. C'était loin d'être fini. Sur l'écran du téléphone, 3 visages en larmes tentaient de se reconnaître après 2 décennies de séparation. Estla pouvait à peine parler, ses paroles entremêlées de sanglots. Ana Clara et Isabella tremblaient, comme si le vide qu'elles portaient depuis l'enfance se comblait enfin avec quelque chose qui avait toujours été là, mais qui leur avait été cruellement enlevé. « Vous êtes mes filles, » murmura Estla, ses mains couvrant sa bouche. « Je me souviens de l'odeur de tes cheveux, » dit Isabella, les yeux fixés sur le visage de sa mère et le son de sa voix qui leur chantait pour les endormir.
Ana Clara a confirmé en larmes, et l'histoire de la star qui ne dormait jamais, tu nous l'as toujours racontée. Estla s'est effondrée. C'était le mot d'ordre, l'histoire de l'étoile était sa propre invention, racontée soir après soir, à propos d'une étoile qui veillait pour protéger les enfants. Personne d'autre n'aurait pu le savoir. C'était réel, c'était ses filles. Mais les retrouvailles ont suscité des questions. Comment avait-il été enlevé? Qui était Margaret? Pourquoi avait-il dit avoir été adopté à 12 ans s'ils avaient disparu à 10 ans? Pourquoi ne se souvenait-il de rien avant? Estla savait qu'elle devait les rencontrer en personne. Un écran ne suffisait pas, il lui fallait les tenir dans ses bras. Elle s'est lancée dans la campagne la plus difficile de sa vie, collecter des fonds pour voyager en Allemagne. Elle a lancé une collecte de fonds en ligne. Son histoire avait déjà touché des milliers de personnes, et la réaction a été immédiate. En moins de 10 jours, Estla avait ses billets d'avion, son visa et un cœur battant. À l'aéroport, elle avait l'impression de rencontrer son passé, son présent et son avenir en même temps. Elle avait préparé un simple sac et une enveloppe remplie de vieilles photos, des dessins des filles et d'une petite poupée en tissu qui leur avait appartenu à toutes les deux. À son arrivée à Munich, Clara la rejoignit et l'emmena dans un petit café où les jeunes femmes l'attendaient. Estla entra. Elles étaient là, assises, nerveuses, et lorsqu'elles la virent, elles se levèrent lentement, comme si elles se demandaient si c'était réel. Ce fut Isabella qui fit le premier pas, puis Ana Clara. Estla ouvrit les bras et ils se précipitèrent dans ses bras. L'étreinte dura de longues minutes, 3 vies brisées tentant de se reconstruire. Autour d'eux, les gens pleuraient, sans savoir exactement pourquoi, mais sachant qu'ils assistaient à quelque chose de grandiose. Après les retrouvailles, ils restèrent assis en silence quelques instants. Personne ne savait par où commencer. Finalement, Ana Clara demanda, « Pourquoi ne nous as-tu pas cherchés ?» Les yeux d'Estla s'écarquillèrent, comme poignardés en pleine poitrine. « Je n'ai jamais arrêté. Pas un seul jour. » Puis elle leur raconta tout, comment elle avait perdu son emploi, comment elle était partie travailler dans ce restaurant 10 minutes seulement avant que tout cela n'arrive, comment elle avait été ignorée, jugée, abandonnée par son mari, et même accusée par ses voisins d'avoir vendu ses filles. Isabella pâlit. On nous a toujours dit qu'on nous avait abandonnés. Margaret disait que notre mère ne voulait pas de nous, qu'on nous avait laissés dans un orphelinat en Roumanie. Roumanie. Estla se figea. Mais tu as disparu au Brésil, c'est ça? J'ai des preuves. La police a enquêté. C'était dans les journaux. Comment es-tu arrivé en Roumanie? Les jeunes femmes se regardèrent, perplexes. Margaret était très stricte et autoritaire. Elle ne nous laissait jamais utiliser de téléphone. Elle n'a autorisé Internet qu'à nos 18 ans, et même là, avec de nombreuses restrictions. Estla a sorti l'enveloppe et a commencé à leur montrer les photos. 2 personnes cessèrent de parler. Chaque image était un souvenir enfoui, une émotion oubliée depuis longtemps. C'est le parc où nous avons joué, a déclaré Isabella. Cette poupée était à moi, dit Ana Clara en prenant la poupée des genoux de sa mère. Ils se remirent à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était la douleur du temps perdu, des mensonges, d'une enfance volée. Estla a alors demandé. Qui est cette femme? Où est-elle maintenant? Les jumelles ont déclaré que Margaret avait été admise dans une clinique privée en Autriche. Elle avait 74 ans et avait été victime d'un accident vasculaire cérébral l'année précédente, lui ayant partiellement fait perdre la parole. Estla demanda à la voir. Elle devait affronter la femme qui avait enlevé ses filles. Mais les filles hésitaient. Tu crois qu'elle nous a kidnappés? Je ne pense pas. Je suis sûr. Et si j'ai raison, il y a d'autres vérités que tu dois découvrir. Les jours suivants, Estla resta chez Clara et passa des heures avec ses filles. Elle découvrit leur routine, les instruments qu'elles utilisaient pour leurs concerts, leurs cahiers de composition. Nombre d'entre eux contenaient des paroles évoquant un vide sans nom, un lieu disparu, un foyer dont elle ne se souvient plus. C'est notre âme qui essaie de se souvenir, dit Estla, avec émotion.
Puis le jour de la visite à la clinique arriva. Estla était déterminée. Elle s'habilla, apporta une lettre et était accompagnée d'Anna Clara et d'Isabella. La clinique était luxueuse, un château moderne avec des jardins fleuris où le silence était criant. Margaret était assise dans un fauteuil, le regard perdu dans le vide. Ses cheveux gris étaient bien coiffés, mais ses yeux étaient ternes. Les filles la saluèrent respectueusement. Estla resta en retrait, observant, puis s'approcha. Elle s'arrêta devant elle. « Je suis Estla, la mère des filles que tu m'as enlevées il y a 21 ans. » Les yeux de Margaret bougèrent. Un léger tremblement parcourut sa bouche. Estla sortit de sa poche une photo des jumeaux bébés, tenant la poupée de chiffon. « Tu me les as pris. » Ce n'étaient que des enfants. Margaret a regardé la photo, s'est mise à pleurer, mais n'a pas dit un mot. « Pourquoi as-tu fait ça ?» s'écria Estla en larmes. Les infirmières arrivèrent, la visite était terminée. Mais alors qu'elle quittait la clinique, l'une des soignantes s'approcha discrètement. « Madame Estla, je m'occupe de Madame Margaret depuis 12 ans. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un journal intime, sur la première page, écrit d'une main ferme. « Ce que j'ai fait en 2002 me condamnera à jamais. » Estla, Anna Clara et Isabella se regardèrent. Là se trouvait le début de la réponse à tous les mystères. Mais ce que Margaret avait écrit d'autre et ce qu'Estla allait découvrir allait changer à jamais non seulement son histoire, mais aussi celle de ses filles. Le silence dans la voiture était pesant, comme si chaque respiration pesait une tonne. Estla tenait le journal d'une main tremblante, ses filles la regardaient, partagées entre l'anxiété et la peur. La première phrase suffisait à tout bouleverser. Ils arrivèrent au petit appartement de Clara et s'assirent dans le salon. Estla prit une grande inspiration et ouvrit la deuxième page. La première fois que je les ai vus, c'était dans un café de Rio de Janeiro. Ils étaient seuls, leur mère s'était éloignée, distraite. Et là, l'espace d'un instant, le mal a trouvé un espace pour se manifester. Estla porta la main à sa bouche, les larmes coulèrent sans effort. C'était réel. Margaret admit. Elle était là. Elle les a vus. Elle les a emmenés. Je les ai observés pendant quelques jours. J'ai appris leurs emplois du temps, leur routine, l'insouciance de leur mère. J'étais obsédé. Quelque chose en moi me disait que ces filles devraient être à moi. Isabella et Anna Clara étaient sous le choc. Margaret poursuivit. Cette nuit-là, je les ai suivis jusqu'à leur immeuble. J'ai attendu que leur mère ressortait, quelques minutes plus tard, je les ai pris en charge. Une voiture m'attendait. Tout s'est passé rapidement, sans bruit. Ils dormaient, j'avais glissé quelque chose dans le verre que je leur avais laissé plus tôt, au terrain de jeu. Quand je les ai pris en charge, ils n'ont pas crié, ils ne se sont pas réveillés. C'était le crime parfait, du moins, c'est ce que je croyais. Estla tremblait. La douleur était insupportable. Margaret poursuivit. En Roumanie, j'ai falsifié des papiers. J'ai dit qu'ils étaient orphelins. J'ai utilisé d'anciens contacts, des gens qui me devaient des services. À leur réveil, je leur ai dit qu'ils avaient été abandonnés, qu'ils étaient désormais en sécurité. Ils ont pleuré pendant des jours, mais avec le temps, ils l'ont accepté ou s'y sont habitués. J'ai dit que leur mère ne voulait pas d'eux, qu'ils avaient été oubliés. Je croyais leur offrir une vie meilleure. Je me suis menti à moi-même. Je savais que j'avais détruit une famille, mais l'orgueil et la folie m'aveuglaient. Je les ai élevés de manière rigide, leur interdisant tout contact avec le monde, et plus ils grandissaient, plus ils me détestaient sans savoir pourquoi. Estla ferma le journal un instant, elle ne pouvait plus continuer. Isabella lui prit le journal des mains. « Maman, on peut lire avec toi ? On est fort. On a besoin de savoir. » Et ainsi ils continuèrent ensemble, page par page. Dans ses récits ultérieurs, Margaret exprimait sa culpabilité. Elle évoquait sa peur constante d'être découverte, sa façon d'éviter les réseaux sociaux, de déménager,
de changer les prénoms des filles et même d'inventer des dates de naissance différentes pour chacune d'elles afin d'éviter tout lien entre elles. Pourquoi sommes-nous si semblables? Pourquoi n'avons-nous pas de souvenirs d'enfance? Demanda-t-il. C'était un traumatisme, répondit Margaret. Vous êtes jumelles par hasard, mais vos parents avaient disparu. Estla pleurait et souriait en même temps. Un morceau de son âme se reconstituait à chaque page qu'elle lisait. Mais soudain, une révélation inattendue survint. En 2011, un incident s'est produit. Un homme est arrivé, affirmant me connaître, savoir pour les filles et avoir participé à leur transport. Il m'a menacé et m'a demandé de l'argent pour garder le silence. Il a affirmé que je n'avais pu les emmener que parce qu'il avait contribué à effacer les images de sécurité du bâtiment. Les yeux d'Estla s'écarquillèrent. Attends, des images de vidéosurveillance, demanda Anna Clara. Pendant toutes ces années, la police a affirmé que le bâtiment n'avait pas de caméra. C'était l'une de leurs plus grandes frustrations. Le journal continue. J'ai payé l'homme, mais il m'a laissé une copie des images pour me protéger. Il m'a dit que si jamais j'étais découvert, je pourrais les utiliser pour me défendre ou négocier. Les images montraient tout, le moment précis, la voiture, la plaque d'immatriculation. Estla a failli tomber de sa chaise. Cela pourrait être une preuve irréfutable. Pensez-vous que cette copie existe encore? Demanda Anna Clara. Estla hocha la tête. Margaret le rangea. Il doit être avec ses affaires, ou à la clinique. Le lendemain matin, Estla et ses filles sont revenues à la clinique, munies cette fois d'une autorisation signée d'Isabella et d'Anna Clara, désormais reconnus comme leurs enfants par des documents délivrés en Allemagne. Le directeur de la clinique les a accueillis respectueusement. Margaret possède un coffre-fort privé ici. Depuis son arrivée, elle n'a jamais autorisé personne à l'utiliser. Compte tenu de son état, le coffre a été scellé. Mais avec la permission de ses filles, vous pouvez y accéder. Le cœur d'Estla s'emballa. Ils se rendirent dans une pièce privée. Un coffre-fort en argent encastré dans le mur était verrouillé par une serrure à combinaison, mais Margaret avait laissé des instructions en cas d'urgence, la combinaison se trouvait dans une trousse médicale. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois. Estla l'ouvrit avec précaution. La voici. Une cassette VHS avec le titre « Rio de Janeiro 2002 », écrit au marqueur. 2 faux passeports. Photographie de petite fille dans la voiture, en train de dormir. Et, en bas, une lettre scellée avec le nom « Estla » écrit dessus. La femme sentit ses jambes faiblir. Elle m'écrivit. Lorsqu'elle ouvrit la lettre, l'écriture était la même que dans son journal. Estla, si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté. Je ne te demande pas pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je te demande seulement de prendre soin d'elles, de me rendre ce que j'ai perdu, de leur montrer qui tu es vraiment, la mère la plus forte du monde. J'étais faible, folle, égoïste, mais je n'ai jamais cessé de les considérer comme mes filles. Même si ce n'était pas juste. Estla pleurait convulsivement. Les jumeaux la serraient dans leurs bras. À cet instant, une nouvelle étape commençait. Ils avaient des réponses, des preuves et, pour la première fois, un chemin pour tout reconstruire. Quelques jours plus tard, la cassette vidéo fut numérisée. Son contenu était bouleversant, on y voyait clairement Margaret quitter le bâtiment avec les 2 fillettes dans les bras, et monter dans une voiture noire. La plaque d'immatriculation était partiellement visible, et un homme aidait à fermer la portière, le même homme décrit dans le journal. Estla a porté la vidéo à la police. Une enquête internationale a été ouverte et l'affaire a été officiellement rouverte. Les journaux brésiliens et européens ont titré. Une mère retrouve ses jumeaux 21 ans après leur disparition. Un secret révélé par une vidéo sur Internet. L'impact fut immense. Estla fut invitée à des interviews, des documentaires et des émissions de télévision, mais elle refusa presque tout. Je ne veux pas de gloire, je veux juste passer du temps avec mes filles. Isabella et Anna Clara, aujourd'hui âgées de 31 ans, ont décidé de partir au Brésil pour quelques mois.
Elles voulaient revoir leur pays natal, la rue où elles ont grandi, le terrain de jeu et leur maison. Lorsqu'ils atteignirent la vieille rue, Estla eut du mal à se contenir. Les fantômes du passé étaient là, mais la lumière était aussi là. Dans la maison de leur enfance, ils retrouvèrent d'anciens voisins qui fondirent en larmes en les voyant. Tu as disparu et on pensait ne plus jamais te revoir. Ta mère n'a jamais abandonné. Estla leva les yeux au ciel. Là se trouvait la star de l'histoire qu'elle leur racontait, celle qui ne dormait jamais, celle qui avait peut-être protégé ses filles jusqu'à leur retrouvaille. Mais des questions subsistaient, qui était l'homme qui avait aidé Margaret? Comment avait-il effacé la vidéo? Et pourquoi, après tant d'années, la vidéo avait-elle refait surface en ligne au moment opportun? La réponse à cette question allait bientôt arriver et changerait tout ce qu'Estla et ses filles pensaient savoir. De l'autre côté de l'océan, dans un coin discret de Roumanie, un homme aux cheveux gris était assis devant un ordinateur et voyait son visage apparaître dans les journaux. L'homme sur la cassette VHS, c'était lui, Vladimir Stoica, un ancien employé d'un consulat européen disposant d'un accès privilégié au système et aux contacts qui lui permettaient d'effacer les images de sécurité et de créer de fausses identités. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Margaret conserverait une copie de l'enregistrement. Vladimir resta silencieux pendant des heures. Puis il ouvrit un dossier secret. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, de fausses cartes d'identité et, chose inattendue, des photos d'autres enfants. Oui, Margaret n'était pas la seule à enlever des enfants à leur famille, et Vladimir était le lien entre plusieurs adoptions illégales en Europe au début des années 2000. Mais pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé avec Estla, les jumeaux sont réapparus et le monde les regardait désormais. Pendant ce temps, au Brésil, Estla a reçu un appel anonyme. Allô? Tu dois savoir la vérité sur la vidéo. Margaret ne l'a pas planifiée toute seule. Je l'ai aidée, mais il y a des choses qu'elle-même ignorait. Qui parle? Estla était sans voix. Je m'appelle Andrei. J'étais chauffeur et intermédiaire. Je transportais des enfants d'un pays à l'autre, mais quelque chose chez vos filles m'a touché. Elles pleuraient en répétant le nom de leur mère. L'une d'elles chantait avant de se coucher la même chanson que celle de la vidéo en ligne. Estla s'est étouffée. Scintille, scintille. Ce qu'Andrei dirait ensuite changerait tout une fois de plus. Petite étoile. Oui, je n'ai jamais oublié. J'ai essayé de revenir en arrière, mais c'était trop tard. Maintenant, je veux t'aider. Margaret fut également trompée. Comment? L'adoption de ses filles n'était pas une simple obsession, elles furent vendues. Il y avait de l'argent en jeu. Un homme riche, proche de Vladimir Stoica, commanda des jumelles aux caractéristiques spécifiques, blanches, aux yeux bleus et blondes. Estla tomba à terre et s'assit. Non, non, mes filles n'ont pas été vendues. Margaret empêcha la livraison, c'est pourquoi elle s'enfuit avec elles et vécut cachée. L'homme, furieux, se mit à la traquer. C'est pourquoi elle continua à bouger. C'est pourquoi tu disparus des radars. La révélation fut choquante, ce qui semblait n'être qu'une obsession personnelle d'une femme instable se révéla être un enjeu bien plus vaste, un réseau international de trafic d'enfants. Estla demanda qui était l'acheteur. Andrei hésita. Un homme d'affaires influe, aujourd'hui malade. Presque personne ne connaît l'histoire, mais je peux la prouver. J'ai les contrats, les photos, les dossiers. Si vous voulez, on peut se rencontrer. Mais à une seule condition, amenez les filles. Elles doivent savoir. J'ai été un lâche autrefois, je ne peux pas continuer à l'être. Quelques jours plus tard, Estla se rendit à Lisbonne, où Andrei organisa le rendez-vous. C'était dans un café discret. Estla arriva avec les jumeaux. Ils étaient tendus mais déterminés. Andrei était un homme d'apparence simple aux cheveux blancs, veste usée et il portait une vieille mallette. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. Il posa la mallette sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats d'adoption illégale portant le nom de Vladimir Stoica, un dossier contenant des photos de plusieurs enfants pris à leur famille et, au milieu,
le contrat avec la photo d'Isabla et Ana Clara, daté de 2002, une valeur de 50 000. Estla se couvrit la bouche. Ses filles étaient sous le choc. Andrei expliqua, Margaret était censée vous confier à un homme nommé Dorian Dragiti, un milliardaire excentrique qui rêvait d'élever des jumeaux parfaits, mais à la dernière minute, elle a changé d'avis et s'est enfuie. Ana Clara murmura, elle nous a sauvés? Oui, malgré sa nature, elle les a empêchés de vivre quelque chose de bien pire. Isabla demanda, ce Dorian est-il toujours en vie? Il est en vie, mais il est à l'article de la mort. On dit qu'il est plein de remords, ou peut-être simplement effrayé. Avec les preuves en main, Estla remit tout à la police internationale. Un mandat d'arrêt fut émis contre Vladimir Stoica, et l'enquête sur le passé de Dorian commença, mais les surprises n'étaient pas encore terminées. Estla reçut une lettre d'un mystérieux avocat. Elle provenait de Dorian lui-même. Les filles que je n'ai jamais connues, vous faisiez partie d'un plan machiavélique, mais celui que vous traitiez de monstre était en fait l'ange qui vous protégeait. Je vous présente mes excuses pour tout. J'ai créé un fonds il y a des années pour le cas où vous seriez retrouvés. Considérez ceci comme des excuses. À l'intérieur de la lettre se trouvait un compte bancaire avec un solde d'1 million d'euros. Les jumelles restèrent bouche bée. Isabla regarda sa mère. Nous acceptons. Estla répondit, ce ne sera jamais un paiement pour ce qui nous a été volé, mais cela pourra peut-être contribuer à réparer des vies. Ils ont utilisé cet argent pour créer une fondation au Brésil, Projeto Estrela do Norte, qui vient en aide aux mères ayant perdu ou disparu leurs enfants. Ils ont aidé des dizaines de familles et apporté de l'espoir. Margaret, toujours en vie à la clinique, reçut la visite d'Isabla. Elle la regarda, les larmes aux yeux. Me détestes-tu? Non, mais je choisis de me souvenir de la femme qui nous a emmenés comme de celle qui, finalement, nous a rendus. Margaret pleura pour la première fois depuis des mois. À la sortie, Ana Clara attendait sa sœur. Elles s'étreignirent. Nous avons retrouvé notre mère. Notre histoire. Et maintenant, l'avenir. Dans le ciel, l'étoile brillait encore. Des mois se sont écoulés depuis le jour où les jumelles Isabla et Ana Clara ont appris toute la vérité sur leur disparition, la fausse adoption et le réseau criminel qui se cachait derrière. Le projet Étoile du Nord prenait rapidement de l'ampleur. Des familles du Brésil et du monde entier ont commencé à contacter la fondation, partageant leurs histoires de douleur, de recherche et d'espoir. Mais parmi toutes ces anecdotes, une allait changer à jamais le destin de cette famille. Un soir, Estla triait les courriels qu'elle avait reçus sur le site web de la fondation lorsqu'un message intitulé « Urgent, j'ai rencontré vos filles en 2003 » attira son attention. L'expéditeur était une Croate nommée Eva Marinkovi. « Bonjour, je m'appelle Eva. Je ne sais pas si vous me croirez, mais en 2003, je vivais dans un orphelinat en Autriche rurale. J'étais l'une des aînées. Un jour, 2 jumelles brésiliennes sont arrivées. Elles pleuraient beaucoup. L'une d'elles chantait, scintille, scintille, petite étoile, tous les soirs en regardant par la fenêtre. Nous sommes devenus amis. Au bout d'un moment, une femme les a accueillies. Elle était blonde, avait les yeux clairs et était nerveuse. Elle m'a dit qu'elle sauvait les filles. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant 20 ans, mais quand j'ai vu votre vidéo sur YouTube, j'ai su qu'il était temps de la raconter. Je me souviens de leur visage. C'étaient vos filles. Je peux le prouver. Estla courut dans la chambre de ses filles, désormais adolescentes, et leur montra le courriel. Isabla resta bouche bée, Ana Clara porta la main à son visage. Scintille, scintille, petite étoile, brille de 1000 feux dans le ciel. Termina Isabla en regardant sa sœur. C'était vrai. Le lendemain, ils ont programmé un appel vidéo avec Eva. Elle est apparue souriante, tenant une poupée ancienne. Cette poupée m'a été offerte par l'une des jumelles, a-t-elle dit. Elles ont dit que c'était pour me rappeler qu'il y aurait toujours une étoile qui veillerait sur moi. Estla pleurait en silence. Ses filles étaient émues. Merci de prendre soin d'eux, a déclaré Estla.
Je n'étais qu'une petite fille, mais je savais que quelque chose n'allait pas. L'orphelinat n'était pas qu'un simple refuge. Des enfants disparaissaient et réapparaissaient sans cesse avec des étrangers. C'était un lieu de transit pour le trafic d'enfants. Je l'ai découvert des années plus tard. Ce nouveau rapport a suscité l'inquiétude des autorités. Le réseau était encore plus vaste qu'on ne le pensait. Interpol a alors ouvert une enquête sur l'ancien orphelinat autrichien, fermé en 2005 sans grande explication. Pendant ce temps, un autre rebondissement se produisait au Brésil. Margaret, dans un rare moment de lucidité, interpella Estla, « J'ai caché autre chose. Il y a une boîte dans le double fond du placard. » « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Estla. Estla courut jusqu'à la chambre de Margaret à la clinique. Avec l'aide d'une infirmière, il retira le fond en bois de l'armoire. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. À l'intérieur se trouvait une vieille photo d'une femme aux yeux marrons et à la peau foncée tenant ses jumeaux dans ses bras, 5 lettres manuscrites, et un collier avec un pendentif en forme d'étoile. L'une des lettres était adressée à Estla et disait : « Si jamais vous trouvez cette boîte, c'est que tout a été révélé. Je m'appelle Luciana Torres et j'ai été engagée pour emmener vos filles en Roumanie, mais j'ai changé d'avis en cours de route. Margaret m'a aidé à disparaître. Je lui ai confié vos filles, croyant qu'elles seraient en sécurité. Je ne me suis jamais pardonné, mais je ne pourrai jamais revenir en arrière. Des hommes puissants étaient à mes trousses. Je prie chaque jour pour qu'un jour vous soyez réunis. » L'histoire prit une nouvelle dimension. Une nouvelle pièce du puzzle apparut. Qui était Luciana et où était-elle maintenant? Estla décida qu'elle devait le découvrir. Avec l'aide d'Interpol et de la Fondation, ils ont retrouvé d'anciens dossiers d'employés qui travaillaient dans le système aéroportuaire en 2002. Après des semaines de recherche, ils ont trouvé un indice, Luciana était en vie, vivant sous une fausse identité en Colombie. « Allons-y, » dit Estla, déterminée. « Tu es sûre, maman ?» demanda Isabella. « Oui. Je veux regarder dans les yeux la femme qui t'a pris à moi et qui t'a rendu. » En Colombie, dans un village entouré de montagnes, ils trouvèrent Luciana, âgée de plus de 60 ans, aux cheveux blancs et au regard fatigué. Mais en voyant Estla, ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. »« Pourquoi ?» demanda Estla. « Parce qu'ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je ne leur livrais pas les filles, ils tueraient ma fille. J'ai obéi, mais à mi-chemin, j'ai perdu espoir. Les remettre à Margaret était le seul moyen de les protéger. Je savais qu'elle était perturbée, mais pas cruelle. » Anna Clara la regarda sérieusement. « Tu étais complice. J'y suis allé et j'en ai payé le prix. Je n'ai plus jamais eu la paix. Je n'ai plus jamais revu ma fille. » Isabella demanda, « Votre fille ?» Luciana lui tendit une photo. C'était une fille aux cheveux bouclés, aux yeux verts et avec une tache de naissance sur la joue. Les yeux d'Estla s'écarquillèrent. Cette fille ressemble à quelqu'un qu'on a vu dans les archives de l'orphelinat autrichien. Luciana tremblait. Mon Dieu! Interpol a confirmé que la fille de Luciana avait également été enlevée en 2002 et placée dans un orphelinat clandestin. Des années plus tard, elle a été adoptée par une famille en Allemagne. Estla a promis d'aider Luciana à la retrouver. De retour au Brésil, l'enquête s'intensifia. Le nom de Dorian Dragiti commença à circuler dans les médias, soupçonné d'être à la tête d'un réseau d'adoption illégale impliquant des politiciens, des médecins et des agents des frontières. Mais un événement inattendu stupéfia le monde entier, Dorian décéda subitement dans sa maison de la banlieue de Bucarest. La cause officielle était une crise cardiaque. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est le testament qu'il a laissé. Tout ce que je possède sera donné au projet Étoile du Nord. Mon âme est chargée de péchés qui ne pourront jamais être effacés. Que mes richesses servent au moins à apaiser la douleur. J'ai été à l'origine de cette initiative. La somme récoltée dépassait les 25 millions d'euros. La fondation est devenue la plus grande organisation dédiée aux enfants disparus en Amérique latine. Mais malgré la gloire, l'argent et le prestige, Estla,
Isabla et Anna Clara savaient que rien ne pourrait rattraper le temps perdu. Il ne restait plus qu'à continuer de protéger les autres et de reconstruire le monde, une vérité à la fois. Estla regarda ses filles, maintenant âgées de 21 ans. « Ça fait encore mal, dit-elle. Cela fera toujours mal, mais aujourd'hui nous sommes plus forts que la douleur, répondit Anna Clara. Le projet Estrella do Norte a alors brillé comme jamais auparavant. Grâce au soutien financier de Dorian Draghi, la fondation a étendu son action, aidant des milliers de familles à la recherche d'enfants disparus. Mais pour Estla et ses filles, le chemin était encore long. La découverte de la fille perdue de Luciana en Allemagne a suscité un nouvel espoir. Estla, avec l'aide d'Interpol et de contacts en Europe, a organisé un voyage pour rencontrer cette jeune femme prénommée Lara. Lara avait 21 ans, des yeux d'un vert intense et un sourire timide qui cachait une histoire douloureuse. Elle avait grandi dans un foyer aimant, mais ressentait un vide inexplicable, l'écho de souvenirs lointains qu'elle ne pouvait expliquer. La rencontre entre Estla et Lara fut un mélange d'émotions. Lara écouta attentivement toute l'histoire du réseau criminel qui avait kidnappé les jumelles et de la lutte acharnée pour les retrouver. « J'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent, » dit Lara, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais eu l'impression que c'était ma vraie famille, même si je les aimais. » Estla la serra fort dans ses bras. « Maintenant, vous avez une autre famille, une famille qui se bat pour la vérité. » Entre-temps, Isabla et Anna Clara, fortes de leur parcours, ont décidé de donner la parole aux victimes de disparition. Elles ont commencé à enregistrer des vidéos racontant leurs histoires, montrant que, malgré la douleur, il y avait de l'espoir. La chaîne YouTube de la Fondation s'est développée et des milliers de personnes ont commencé à suivre le projet Estrella do Norte. Les autorités ont fermé les derniers foyers du réseau, qui impliquaient des adoptions illégales, des trafics et de la corruption. Estla savait que le combat pour la justice ne finirait jamais, mais elle était fière du résultat. Par une soirée tranquille, mère et fille se sont assises pour regarder une vidéo qu'elle venait de publier. C'était un message adressé à toutes les familles qui recherchent encore leurs enfants. « N'abandonnez jamais, dit Estla, car la vérité est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. » Isabla a complété. « Et rappelez-vous, l'espoir est l'étoile qui ne s'éteint jamais. » Anna Clara sourit en tenant la main de sa sœur. Chaque pas, chaque larme, en valait la peine. La vidéo se termine par une image, l'étoile qui brille dans le ciel, illuminant le chemin pour ceux qui cherchent encore. 21 ans après la disparition des jumelles, une famille s'est reconstruite, non seulement grâce au lien du sang, mais aussi grâce au courage, à l'amour et à la détermination à rechercher la vérité. Isabla et Anna Clara ont grandi, sont devenues des femmes fortes, et Estla a trouvé la paix qu'elle recherchait tant. L'étoile dans le ciel n'a jamais cessé de briller.